Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fantaglass, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec Dioscuros. Bonjour à toi. Salut Fanta, salut à tous, j'espère que vous allez bien également. J'espère que toi aussi tu vas bien. Bah moi ça va nickel, merci de me le demander. Et toi, comment vas-tu? Super bien, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci nous allons partir faire de la culture geek, c'est ça? Ouais, et vu que maintenant on sait tous comment on va, on peut vous dire bye tout le monde. Allez. That's all, folks. On plaisante. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui tient énormément à cœur parce que c'est le jeu favori de Dioscuros. Exactement. Et j'avais envie de partir du côté nostalgique. Donc, on va parler de Pokémon Ruby, Saphir et Emerald. Emerald, avec une petite parenthèse bien sûr pour les remakes Rosa, évidemment cela va de soi. Oui, on va aussi en parler. Donc on y va. C'est un jeu qui est sorti déjà en 2003. On va commencer par annoncer la date de sortie. Par la date de sortie. Un jeu qui est sorti en 2003, Ruby et Saphir. Et là, en 2005, nous avons eu le droit à Pokémon Emerald. Exactement, et 2014, les remakes. Là-dessus, on est bon sur les dates. Toi, est-ce que tu te rappelles de l'annonce du jeu? Non, parce que je devais avoir que 3 ans. D'accord, mais moi je me rappelle très bien. Et je sais pas si vous vous rappelez, on venait de sortir de Or et Argent. Moi, Or et Argent, ça fait partie des jeux. Et là, je sais, vous préparez vos tomates à me les balancer. Vous allez pouvoir me houspiller, me détester, et me brûler sur un bûcher. Mais Or et Argent m'avait pas emballé, moi. Je te déteste déjà. Non, Or et Argent m'avait pas emballé. Je trouvais que le conseil était pitoyable avec son niveau 45. Les Pokémon vraiment exclusifs à la série, c'est le Tyrannosifeto, tu les trouvais après la ligue. Donc ça veut dire que si tu avais envie de te taper un Tyrannosif à monter, mais bonne chance quoi. Heureusement, les champions d'arène de Kanto étaient re-up, mais c'était pas fou. Donc moi, quand je vois la bande-annonce de Ruby Saphir, je suis déjà content qu'il y ait une nouvelle version qui sort. Et surtout, graphiquement, je kiffe la direction artistique. Ouais, ça change beaucoup, il y a plus de pixels et plus beau, avec de la couleur. Après, on change littéralement de support, on arrive sur la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, qui quand même pour son époque, est un bijou de technologie. Sachant qu'elle, je crois que si je dis pas de conneries, c'est une 32 bits. Elle en a sous le coffre, cette console. Et pour l'époque, bien sûr, on relativise. Oui. Et le design des personnages, je l'ai trouvé très cool, surtout dans le premier design. Brice et Flora, nous avons le droit. Moi, je trouvais, déjà, moi, j'ai fait partie de la génération qui a cru, et je sais qu'on est nombreux dans ce cas, que Bryce avait les cheveux blancs. Putain, on est deux. Enfin, on est plusieurs même. On est toute une génération à être persuadé que Bryce avait les cheveux blancs. Sauf que non, c'était juste une sorte de bonnet. Ouais, c'était juste son bandana. Et moi, ce personnage qui dénotait totalement de raid, il avait pas de casquette, il avait juste un bandeau frontal, les cheveux blancs piquent, enfin moi j'ai trouvé un flow terrible. Ouais, il est classe. Ouais, et là j'étais là, j'ai dit ça y est, c'est mon nouveau personnage préféré quoi. Et si je me trompe pas, c'est la première apparition d'un personnage féminin de Pokémon à jouer. Non, dans Or et Argent, je crois que tu pouvais choisir le personnage féminin. Je sais pas, j'avais très vaguement joué à Or et Argent, mais que après la sortie de Ruby et Saphir. Non, tu pouvais déjà choisir un personnage féminin, j'en suis quasiment certain. J'ai juste vu que je choisis toujours des personnages masculins. J'ai aucun souvenir de Or et Argent en fait quand j'y ai joué. Donc je sais pas trop, mais je sais que pour Emerald, Ruby et Saphir, c'est la première fois où pour moi, de mes souvenirs, on pouvait changer des Pokémon de sexe. Alors j'aime bien Or et Argent, hein, de toute manière il n'y a aucun jeu Pokémon que je déteste, mais il y a deux générations qui m'ont laissé moins de souvenirs positifs que les autres, c'est Or et Argent justement. Et Soleil et Lune. Et Soleil et Lune, exactement, tu me connais par cœur. À force, oui, je te connais dans la vraie vie, pourquoi je te connaîtrais pas par cœur? Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe déjà avec cette version? Il y a déjà 3 starters, et les 3 starters, je suis désolé, mais ils ont une gueule folle. On a Poussifeu. Le poussin. Ouais, il est trop mignon. Ouais. Nous avons Gobu. Ouais, qui est trop mignon aussi, c'est un axolote. Voilà, et nous avons Arco. Un lézard. Voilà. 3 Pokémon qui sortent du lot parce qu'on n'en voit pas tant que ça finalement. Ouais, et t'as pris lequel toi? J'ai beaucoup hésité, je me rappellerai toujours que chaque fois que je refais une version, j'hésite toujours entre Arco et Gobu. Ben moi j'avais pris Poussifeu, je me rappelle. Et mais toi, c'est tout ce que tu aimes le feu donc. Ouais. Et cette génération est quand même la génération qui va créer Maître Dioscuros indirectement. Pourquoi? Parce que avant cette génération, j'étais une grosse quiche en combat Pokémon. Ludo pourrait le dire, il m'a mis des branlées mais monumentales. J'en ai honte, des 6-0, des trucs comme ça. Il avait un Tortank et un Levénard qui était injouable avec Dracolos. Moi, je me rappelle que le meilleur combat c'était Ludo contre ma mère. Ah oui, exactement. Yuto contre Rondoudou. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de timing. Et oui, c'était sur Ruby Saphir, d'ailleurs, on va en revenir plus tard. Donc, on commence avec 3 starters super sympas et plein de nouveautés. Déjà, bon, hormis les graphismes, mais les nouveautés sont les combats duo qui sont insérés dedans. Ouais. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dedans? Les cachettes secrètes.
Ouais, c'était unique à cette version, étonnamment. Exactement. Et ce qui était bien dans la cachette secrète, c'est que vous pouviez rebattre vos potes dedans. Et il n'y avait pas une légère animation quand la Pokémon apparaissait Si, 2 pixels, en 2 frames. Ouais, exact. Et ouais, c'était juste génial. C'était juste génial. La tour de combat était vraiment passionnante. Et d'ailleurs, la tour de combat, vous pouviez croiser vos potes. Et puis il y a une différence qu'on n'a pas encore parlé sur les nouveautés. Mais sur Emerald, on avait le droit à quelques différences, comme les îles Mirage, si je ne me trompe pas. Exactement. Et il y avait aussi la tour Mirage dans le désert, qui apparaissait tous les samedis. Tout à fait. Tout à fait. En plus, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en étais? Oui, de la tour de combat, vous pouviez croiser vos amis. Je me rappelle, ta mère jouait à Ruby Saphir d'ailleurs. Et je me rappelle qu'une fois, je fais la tour de combat. Et dans la tour de combat, dans ma série de 100 là, j'ai croisé ta mère et j'ai croisé Ludo. On dirait le début d'une blague. Non, c'est vrai. C'était génial. Tu pouvais croiser tes potes dans la tour de combat. Je trouvais l'idée géniale. Et ça, c'était valable si tu allais voir un ami et que tu faisais ton transfert de données, tu sais, dans le sous-sol. Ouais. Tu avais le transfert de données, donc vous t'échangez des données. Et on pouvait même parler de tes potes à la télé. Tu avais parlé à la télé et des fois, il y avait les interviews de tes potes et tout passé dedans. Je trouvais ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'il ait jamais remis. C'était tellement fun en vrai. Bah ouais, c'est dommage. Après, le seul vrai côté multijoueur qu'on a eu le droit, c'était sur épée bouclier avec les terres sauvages. Ouais, c'est vrai, on pouvait faire les terres sauvages ensemble, ça c'est vrai. Puis après, il y a eu le vrai côté multijoueur sur l'open world, mais sur Écarlate et Violet. Oui, ça c'est vraiment bien, on peut se promener à deux sur la map. Pas eu grand chose. Ah si, il y a Perle et Diamants avec les sous-sols. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais moins fan du. Alors, on fera une autre émission sur Perle et Diamants si ça te dit. Ouais. Alors déjà, parce que je sais que ça va faire plaisir à une personne en particulier. Et j'ai plein d'anecdotes dessus parce que par contre, ce jeu, même si c'est pas mon préféré de la licence, il m'a laissé de très gros souvenirs et ça, on y reviendra. On va se concentrer sur Ruby Saphir. Donc, on a parlé des cachettes secrètes qui étaient géniales, on a parlé de la tour de combat où tu pouvais recroiser tes potes, et on va parler des nouveaux Pokémon qui arrivent dedans et qui sont juste fabuleux, style Métalos. Ouais, une perle. Libégon aussi. Libégon, Dratak, ouais. Brasgali, l'évolution, Yonko. Et certains qui ont un design mémorable, comme Celerock et Solarock. Ouais, j'aime bien le design, moi, oui. On peut aussi parler tout simplement de Milobellus. Et justement, là, Milobellus, on va revenir à ta mère. Et l'une des premières aussi. L'une des premières nouveautés d'évolution sur ce jeu qui était avec Ninja. Oui. Où il fallait avoir un espace vide pour quand tu le faisais monter du niveau 20 pour avoir droit à l'obtention d'un Munja. Exactement. C'était la première fois d'ailleurs qu'ils ont fait ça. Ouais, non, mais il y avait plein de trucs. Je me rappelle. Kaimorse, je trouve super au design. C'est vrai que ce jeu est plein de qualité de par ses inventions. Tout est plaisant dessus. Ouais, en fait. C'est vrai que. Et d'ailleurs, on va faire un petit point de culture, la chaîne en référence à Culture Geek. Un petit point de culture. Pendant très longtemps, et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que même sur mes dernières vidéos qui datent d'il y a 1 an ou 2, quand je parle de Ruby Saphir, je me moque d'une chose. La team. Je me moque de la team des méchants et des gentils. C'est vrai. Genre comment tu peux te réveiller un matin et me dire tiens, il n'y a pas assez d'eau sur Terre, ou putain, il n'y a pas assez de terre sur Terre. Eh bien, je m'excuse de m'être moqué d'eux parce qu'il y a une explication derrière tout ça. On t'explique. Non, explique-nous plutôt. En fait, quand Ruby Saphir ont commencé à développer, il y a eu un gros problème au Japon. C'est que des industriels ont décidé de assécher des baies entières du Japon pour développer les terres et faire des constructions. Ce qui commençait vraiment à abîmer la faune et la flore aux alentours. Du coup, tous les écologistes se sont rebellés en disant qu'il fallait remettre la mer à sa place. Et ce fait divers qui s'est quand même étalé sur plusieurs années, c'est vérifiable d'ailleurs sur... vous avez tous Internet chez vous, vous allez sur Google et vous voyez le principe des assèchements des baies au Japon. Et vraiment, vous faites la recherche dessus, vous verrez, ça sera plus détaillé que ce que je vous dis. Mais le principe des teams méchantes et gentilles dedans viennent de ce fait de problèmes de baies que des industriels voulaient assécher au Japon. Donc le cas de plus de terre ou plus de mer a vraiment existé. Et donc je m'excuse parce que moi je me moquais énormément de ça. Il faut savoir que sur cette information, divers, en fait. la map de ON est inspirée de l'île Kyushu. Et suite à des surpopulations dans leur pays, ils ont dû créer des zones cultivables plus élargies. Et entre 1986 et 2008, la baie de Disaya, excusez-moi si je le prononce mal, dans la préfecture de Nagasaki, a fait l'objet d'un projet de remise en état. Ce projet consistait à assécher la baie Disaya pour récupérer des plaines cultivables sur la mer. Évidemment, la destruction de l'une des dernières zones humides du Japon et la disparition de la faune et de la flore qui y vivaient aujourd'hui, et même si le projet est achevé depuis près de 15 ans, la baie d'Isaya fait encore l'objet de manifestations et de pétitions en raison des pollutions de la prolifération d'algues toxiques causées par cette anthropisation
Et évidemment, vous en doutez, la team Magma souhaitait étendre les continents parce qu'il y avait un réel besoin de terres cultivables pour nourrir la population, pardon, je vais y arriver. Et la team Aqua s'y opposait parce que cette extension a un coût environnemental très fort sur les écosystèmes. Je vous repasse Dioscuros. Voilà, et bien je te remercie pour nous avoir éclairci sur le sujet. Donc voilà, moi j'ai fait partie des gens qui ont vraiment critiqué. Moi, chaque fois qu'on m'en parlait, et d'ailleurs tu te rappelles, il y a juste à fouiller. Pour moi, Ruby Saphir, c'est presque la version parfaite. Par contre, les ligues, c'est les plus débiles du monde. Les teams, c'est les plus débiles du monde. Ouais, parce qu'un mec qui se réveille un matin, j'ai envie qu'il y ait plus d'eau sur Terre. Mais quand on n'a pas les connaissances, et bien on dit des bêtises. Et j'ai dit tellement de bêtises par le passé là-dessus que je tenais à faire une petite parenthèse dessus et dire ben voilà, c'est moi qui étais bête parce que je n'avais pas les faits divers. En fait, c'est l'Occident qui est bête. Enfin, pas bête, mais disons qu'on était dans le flou dans toute l'histoire parce qu'on n'a jamais été informé dessus. Voilà, donc finalement, j'ai changé d'avis. C'est peut-être l'une des teams les plus intelligentes parce qu'elle nous sensibilise aux dégâts que l'on fait en voulant nous étaler et prendre plus sur la nature que nos droits voudraient. Ça nous apprendra à nous surpopuler. Voilà. Maintenant que ceci est fait, maintenant que nous avons parlé culture, parlons des arènes, du design des arènes, des trucs comme ça. Je suis sûr. Alors moi je trouve que les arènes sont très sympathiques. Bon, il y a quelques trucs qui représentent un peu comme dans Rouge et Bleu, comme l'arène de type Roche et tout. Ouais, ils ont des similarités. Mais sinon, l'arène de type eau qui ressemble à de la glace et tout. Là-dessus, sur les arènes en intérieur, il y a une génération que je trouve magnifique, c'est XY, les intérieurs des arènes. Mais si tu veux, on fera un culture geek sur chaque sur chaque génération. Mais vas-y, continue. Bah du coup je disais que l'arène de typo avec le design glacé où il faut résoudre un puzzle pour débloquer les escaliers et tout, je trouve que les arènes sont devenues plus incroyables à ce moment-là. C'est vrai, ça a vraiment apporté énormément Ruby Saphir. C'est pour ça que c'est l'un des jeux, à mes yeux, les plus importants. Et d'ailleurs, quand on se rappelle en 2014, en février, pendant le Nintendo Present, enfin le Pokémon Day, on va dire, ils ont annoncé le remake de Ruby Saphir. Les fans étaient fous de joie. Ouais, totalement. Même moi, j'étais fou de joie. Je crois que j'ai bien aimé surtout le design. Surtout, je me rappelle de la toute première annonce où on voyait une fresque avec Groudon dans la pierre et Kyogre dans la pierre. Et la pierre qui se fendait pour devenir une image en 3D avec. C'était magnifique. Oui, et justement, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire qu'ils ont repris l'essence du jeu de base et ils l'ont modernisé et adapté au niveau de XY. Ouais, ils ont bien fait, je trouve. Voilà, là c'est vrai que c'était dur de faire mieux. Et d'ailleurs, moi je fais partie de plusieurs groupes et tout. Et quand je parle de Pokémon, les gens ont oublié la 6ème génération. Quand on leur parle de la 6ème génération, ils ne pensent pas forcément à XY, ils pensent à Rosa. Je sais pas si ça t'arrive dans des discussions comme ça. Les gens pensent à Rosa. Et moi qui ai fait pas mal de tournois et tout, la licence n'a jamais été aussi vivante que pendant les versions Rosa. Ça a vraiment été la folie à l'époque. Et je voudrais faire une petite parenthèse aussi par rapport aux arènes, avant qu'on passe à autre chose. C'est qu'on râle parce qu'aujourd'hui on a des activités un peu bizarres sur les arènes, comme dans Épée Bouclier ou Écarlate et Violet. Ouais. Mais faut pas oublier un détail, c'est que dans la 3G c'était pareil, on avait aussi des petites énigmes comme ça dans chaque arène. C'est vrai. Mais c'est traditionnel, hein. C'est juste qu'ils en ont fait qui ont moins passionné. Je pense que les plus ennuyantes étaient quand même en 7ème génération, on va pas revenir dessus. Mais voilà. Mais voilà, non, c'est juste pour dire ça. Donc on peut dire que c'était une réussite ce jeu. Graphiquement pour son époque, il était beau, il était pas ouf, hein, c'était pas le jeu qui révolutionnait le monde. Mais c'était une très grande évolution pour l'avancée du jeu vidéo. Voilà. Et je veux dire, il était plaisant, on s'ennuyait pas dedans. Vraiment. Son remake était tout à fait à la hauteur des attentes et des espérances. La possibilité d'avoir 2 vélos différents. Exact, non mais c'est vrai, mais c'est des petits détails, mais c'est cool. L'endroit où tu ramassais la cendre, par exemple. Des sujets graves, d'ailleurs, parlant d'écologie, par exemple, Timmy, qui est malade, mine de rien. Oui, et finalement, on sait pourquoi. C'est à cause de la cendre que dégage le volcan. C'est un jeu, mine de rien, très adulte. Mais par contre, là-dessus, celui qui est le plus dur, question adulte, pour moi, c'est Lune et Soleil. Tu sais, quand tu vas dans le cimetière, tu parles à des gens et tout, il y a vraiment des passages assez durs, mine de rien. Ouais. Comme la femme qui est devant la tombe de son mari. Voilà. Mais Pokémon, c'est un jeu beaucoup plus profond que les gens ne veulent bien le voir, finalement, j'ai envie de dire. Et on en parlera quand on fera le Culture Geek sur la 6G, mais la fille fantôme qui cherche une personne, mais on sait toujours pas qui c'est. Non, c'est vrai, il y a plein de mystères. En tout cas, je pense qu'on a fini sur cette génération. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup à dire, mais Tu me coupes dans mon élan parce que j'ai pas fini. Vas-y. Parce qu'on la revoit dans la 3G remake, je veux dire. Ouais. Dans la tour la tour cimetière. Ouais. Dans le rez-de-chaussée, quand tu rentres, t'as une fille fantôme, elle fait non, c'est toujours pas toi que je cherche. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi l'histoire du fantôme dans le Conseil des 4. La première fois que tu affrontes la maîtresse... la maître de ligue de type Spectre, t'as la petite frame au fond du haut noir, il y a une petite fille sur la chaise. Et je l'ai vue.
Oui, et c'est surtout le plus flippant, c'est la manière dont est filmée la scène. Quelqu'un nous regarde depuis le fauteuil. Il y a un moment où tu as le regard basique, puis après tu as le regard du fantôme, un autre regard fixe, et puis tu as encore le regard d'un fantôme dans ton dos. Ouais, c'est... Tu mettras la scène. C'est vraiment un jeu vraiment passionnant, très profond et l'une de mes générations préférées. D'ailleurs, tu noteras que c'est sa petite sœur, il me semble. De quoi ? Il me semble que c'est sa petite sœur, parce que tu peux lui en parler avec elle en haut de la tour après la ligue. C'est vrai, mais ça, j'ai plus trop l'info, mais il faudrait que j'en reparle. Que je me renseigne dessus, du coup. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur la 3G, et on a aussi un peu parlé de la remake, donc j'espère que cela vous plaira. Bien sûr, la remake elle est tellement bonne que c'était impossible de pas l'aborder. Vous direz dans les commentaires si vous préférez Primo Kyogre ou Primo Groudon. Ouais, ça c'est un bon choix. Et votre starter préféré ? On veut votre starter préféré et quel primal vous préférez ? Parce qu'on est tous d'accord que Mégar et Quasar défoncent tout. Allez, ciao ciao à tous et surtout prenez soin de vous. Bye tout le monde!